Bertrand Vergely, ce livre croise vos analyses sur la société contemporaine, sur cette question notamment très importante du mariage pour tous, de l'homme et de la femme, de la différence des sexes et de leur complémentarité. Et puis, un homme qui dit sans doute quelque chose à beaucoup d'entre nous, à beaucoup de ceux qui nous écoutent, mais qu'ils ont peut-être parfois un petit peu oublié déjà, qui est Václav Havel, qui a été un grand dissident et qui a été le premier président de la République tchèque. Alors, c'est quoi, Bertrand Vergely, cette idée de faire un pont entre, on voit bien avec le sujet traité de résistance, entre Václav Havel, qui a résisté à quelque chose de terrible quand même, qui était le communisme, et finalement cet appel à la résistance que vous faites aujourd'hui, concrètement, dans notre démocratie française occidentale? Alors, c'est la convergence de plusieurs réflexions qui arrivent à quelque chose qui est uni de fond. La question du mariage pour tous dépasse la question de la tolérance envers les couples homosexuels. Je ne rentre pas dans la question de l'homosexualité et de la tolérance pour l'homosexualité, étant donné que je me réjouis de vivre dans un monde où les couples qui ont ce type de sexualité et d'amour soient protégés. Néanmoins, je pense que s'il importe de préserver la liberté individuelle des individus, je pense qu'on a commis une erreur grave de penser que, en autorisant le mariage et ce que Mme Théry appelle les nouvelles parentalités, on allait assurer la tolérance envers ces couples. Je pense que, si vous voulez, ceux qui se sont rendus compte de cela, ce sont les veilleurs. Ces êtres absolument admirables qui se sont réunis devant certains bâtiments publics et qui ont voulu témoigner par leur silence, leur droiture, de quelque chose qui n'allait pas, un malaise, le sentiment qu'on nous mentait en nous faisant croire que le mariage pour tous, c'était simplement la tolérance, c'était aussi la volonté de redéfinir totalement les cadres de la vie future, abolir la différence sexuée et permettre à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants d'avoir des enfants. Donc qu'est-ce que les veilleurs ont eu comme sentiment? Ils ont eu le sentiment qu'on leur mentait. On nous explique qu'il y a des nouvelles parentalités. Les nouvelles parentalités sont impossibles, elles fabriquent des orphelins. Et là, il y a un de mes amis, député démocrate chrétien italien, disant « Notre modèle, c'est Václav Havel, ce résistant, qui, à son époque, a eu le sentiment qu'on lui mentait. » C'est-à-dire qu'on parlait communisme, fraternité, ouverture à l'humanité, et en fait, c'était un régime d'oppression terrible. Alors vous, Václav Havel, vous l'avez lu quand pour la première fois? Eh bien, je l'ai lu à la suite de cela, et tout d'un coup, j'ai découvert quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Oui, donc ce n'était pas une lecture de jeunesse? Non, c'était quelqu'un que j'admirais de l'extérieur sans connaître, parce qu'il avait l'aura du dissident. Et puis j'ai lu ses textes, et j'ai vu quelqu'un qui était un prophète. C'est-à-dire qu'avec une sensibilité slave, il avait vu l'absurdité du communisme et il avait compris une chose, il faut que la politique change totalement et se définisse de nouveau par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'homme intérieur. Je vous rappelle une chose, que dans la Cité de Dieu de Saint-Augustin, c'est le projet de Saint-Augustin de mettre l'homme intérieur à la base de la politique. C'est la même politique que l'on trouve chez Pascal. C'est-à-dire, il faut, en temps où se pose le problème de la vérité en politique, là, il fallait le problème de la vérité d'hommes qui parlent avec leur âme. Et c'était déjà ce que disait Socrate, l'important est de donner une âme, pas simplement pour des calculs politiques, fabriquer de l'égalité, des coups politiques qui permettent de se faire élire. Le mariage pour tous, c'était un marqueur idéologique qui permettait à un moment, pour la gauche à l'époque, de se faire élire. Et comme elle était devenue absente sur la question sociale, voilà. elle occupait économique, le terrain. Et économique. Voilà. Quand être de gauche aujourd'hui
Économiquement, c'était plus possible parce qu'on ne voulait pas s'abstraire de la mondialisation et du libéralisme. Alors, on allait changer les mœurs et on allait changer de fond en comble la famille et toucher aux lois de la vie. Moi, je suis à la fois chrétien, mais j'aime beaucoup le taoïsme, que je pense être très proche dans l'inspiration chrétienne, le féminin et le masculin. Je pense que c'est une loi de vie, une loi de l'univers, et que là, nous sommes au niveau de la reproduction de la vie, en train de dévier totalement et de vouloir fabriquer quelque chose qui est impossible à fabriquer, qui est au-delà du masculin et du féminin. Et là-dessus, je pense que les veilleurs ont eu ce sentiment, et beaucoup de personnes qui étaient contre le mariage homosexuel, ce n'étaient pas des gens qui étaient contre l'homosexualité, ils sentaient, sans pouvoir mettre des mots dessus, qu'il y avait confusément quelque chose qui n'allait pas. Alors, ce que vous dites me pose une succession de questions. La première, c'est que quand même, on se rend bien compte, me semble-t-il, que on est face à une très redoutable aporie, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'alpha et l'oméga de toute question politique aujourd'hui se résume à la liberté individuelle prise au sens très restrictif par rapport au mot liberté, de faire ce que je veux quand je veux, indépendamment de toutes les conséquences que ça a. C'est ça qui s'est passé. Exactement, c'est-à-dire la liberté a 3 définitions. Indépendance, autonomie et ensuite délivrance, avant d'aller vers la transfiguration. Nous, notre unique définition de la liberté, c'est l'indépendance. Je ne veux pas que quelqu'un décide à la place de moi, bien évidemment. Mais c'est un aspect de la liberté. Il y a aussi le sérieux qui est lié à l'autonomie. Il y a la délivrance qui est liée à la destinée. Et après, il y a la dimension créatrice. Alors, ce que je crois de terrible, c'est qu'on a voulu tout ramener à l'indépendance et on a dit je dois pouvoir faire ce que je veux, aimer comme je veux et faire la famille que je veux. Ce serait vrai s'il n'y avait pas des conséquences humaines. Mais les conséquences humaines, elles sont très simples, ça va être l'enfant. Il va y avoir des enfants qui seront privés de père et de mère parce que des couples homoparentaux auront décidé de faire un enfant parce que ça leur plaît. Et donc de priver un enfant de sa mère et de son père. Et par là même, de tromper totalement la filiation. Et là, je crois qu'il y a un enjeu de fond. L'humanité s'est toujours structurée autour de la transmission. Et là, c'est une rupture totale dans la chaîne de la transmission. Les enfants ne sauront ni qui sont leurs mères, ni qui sont leurs pères. Et là, c'est très grave pour l'avenir. Et je pense que les protagonistes, les défenseurs de l'avenir pour tous, Virginie Tellen, sont des gens qui mènent un combat admirable pour l'avenir. Et je pense que, véritablement, il faut mener ce combat en disant arrêtez immédiatement cette erreur que vous êtes en train de faire parce qu'on va la payer très cher. Vous savez qu'à un moment, la vie nous présente toujours la facture. Et un jour, il va falloir payer la facture de cette affaire. Alors, je crois qu'actuellement, ceux qui parlent comme moi sont traités de réac, en disant vous êtes réac, vous êtes homophobe. Écoutez, traitez-moi de réac ou d'homophobe, je vous dis la chose suivante, faites attention, n'allez pas dans cette dimension-là. De la même manière qu'à un moment, il y avait l'idée, si vous voulez, que le communisme tel qu'il s'était fondé, à un moment, dérapait totalement. Et Václav Havel a bien vu ce qui se passait lorsque un régime voulait forcer les choses et non plus entretenir un dialogue. Devenir communiste, c'est comme d'être chrétien. C'est un changement de tous les jours. C'est une éthique, c'est une voie spirituelle. Ce n'est pas simplement un décret politique. Et je crois que la ruine du communisme, ça a été de ne pas penser une culture communiste, une culture de la fraternité. Et ça voulait dire une spiritualité. Or, le communisme a été incapable de générer une spiritualité et cru que par décret, on allait établir la fraternité sur Terre. Même chose, on croit que par décret, on va établir la tolérance, l'ouverture et l'amour sur la Terre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et notre longue tradition chrétienne
nous apprend qu'il faut toute une transformation, une conversion du cœur pour arriver à ce niveau-là. Alors, Bertrand Vergely, vous parliez à l'instant du communisme et j'ai envie qu'on creuse un peu cet aspect parce que, bien sûr, je pense que vous ne direz pas le contraire, nous ne pouvons pas assimiler, heureusement pour nous, les sociétés dans lesquelles nous vivons avec les sociétés communistes où tellement de gens ont payé leur vie et de leur liberté fondamentale un tribut extrêmement lourd. Néanmoins, on ne peut pas ne pas être frappé par une forme de parallèle, vous voyez, je suis prudent, qui spécifiquement se trouve dans la question du langage et de l'utilisation qui est faite des mots. Quelque chose que Orwell avait très très bien montré dans 1984 avec le novlangue et avec les slogans qui proclamaient l'inverse de ce qui était en réalité ce qui était en fait la réalité. On a vraiment un problème de langage. Les mots sont aujourd'hui utilisés soit à contresens, soit de manière manipulée. Et ça, c'est ça qui est inquiétant. Oui, je l'avais déjà dit dans mon livre « La tentation de l'homme-dieu ». Oui. Attention à la dictature douce qui menace les démocraties vues par Tocqueville et attention aux manières des dictatures douces qui, au nom du vivre ensemble, du bien-être ensemble, nous fait penser comme il faut penser et en attaquant les mots et en modifiant les images. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, on veut supprimer le mot sexe pour le remplacer par genre. J'étais dans un hôtel en Bretagne, je remplis ma fiche d'hôtel et je vois une mutation de civilisation. On ne me dit plus de quel sexe je suis, on dit genre. C'est comme si je vous disais, cher ami, vous n'êtes pas de sexe masculin, vous êtes genre homme. Bien, quelque part, j'ai le sentiment c'est un scoop pour les auditeurs. On m'a volé quelque chose de moi-même. Et vous voyez, insidieusement. Ensuite, nous voyons le ministère de l'Éducation essayer d'expliquer qu'il va y avoir des nouvelles parentalités. Ça ne veut rien dire, le thème nouvelle parentalité. Il y a père et mère, mais ça ne veut rien dire de dire parent 1 ou parent 2, ou dire qu'il y a 2 pères ou 2 mères. On est en train de tricher sur le langage. On est en train de modifier la conscience des gens malgré eux. Et ça, c'est spécifiquement totalitaire. C'est-à-dire, dans 1984, qu'est-ce que montre Orwell ? Les paradoxes du monde totalitaire, c'est de dire la guerre, c'est la paix. Aujourd'hui, c'est de dire on est tous égaux. Non, on n'est pas tous égaux, on est tous respectables. Mais 2 hommes, 2 femmes, c'est pas la même chose qu'un homme et une femme, et on veut nous faire croire que c'est la même chose. Et pour ça, on est en train de supprimer le mot sexe pour le remplacer par le mot genre, avant de supprimer les genres et de dire vous êtes ce que vous voulez et vous faites ce que vous voulez. Et vous êtes polysexuel, homosexuel, hétérosexuel. Or, c'est quoi ? Ce sont la destruction de toute identité par le règne général de la manipulation. Et ça, c'est très grave parce qu'on doit construire des jeunes gens, des jeunes femmes qui ont déjà tant de difficultés à se construire et on est en train de laminer l'ensemble. Et là, je crie « attention ». J'ai un sentiment de malaise dans le monde dans lequel je vis. L'apparition du transhumanisme me met dans un monde de malaise. L'apparition des objets connectés me met dans un monde de malaise parce que j'ai le sentiment qu'on me ment, qu'on ne dit pas la vérité. Et que dire la vérité, c'est mettre les choses à leur place. Et de dire les homosexuels ont une place dans une société, mais ils ne peuvent pas faire des enfants, ne nous dites pas qu'ils vont en faire. Vous comprenez ? Et ça, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas rendre les gens fous. Et je me méfie de ce qui est en train de se faire au nom d'une pseudo-tolérance et pseudo-égalité. Alors, pseudo-égalité, justement, c'est une des portes d'entrée du livre et de votre analyse, et qui, je trouve, est riche, parce qu'on peut sans doute la décliner sur d'autres aspects que cet aspect du mariage pour tous. C'est justement le pour tous, cette espèce de volonté de mettre tout le monde à la même enseigne, finalement de niveler, de faire en sorte que les différences sont interdites.
Et ça, c'est quelque chose de profondément inquiétant. Et surtout quand ça sert de philosophie pour l'éducation. Quand nous voyons la philosophie de l'éducation dire la réussite pour tous, je pense qu'on ment. Que tout le monde puisse trouver sa place dans la société, je m'en réjouis. Mais de dire que tout le monde va réussir, c'est impossible. Comment se fait-il qu'à un moment, on puisse utiliser le mot réussite en disant que nous allons promettre à tout le monde la réussite? Si je promets la réussite, qu'est-ce que ça veut dire? On supprime le baccalauréat, comme ça tout le monde l'a. Et on est dans un mensonge généralisé. On va donner le baccalauréat à tout le monde, on aura dit tout le monde réussit le bac, mais tout le monde le réussit le bac, pourquoi? Parce qu'on aura interdit l'échec. Or, la caractéristique de la vie, c'est que pour réussir quelque chose, il faut prendre le risque de l'échec. Et si vous ne prenez pas le risque de l'échec, il n'y a pas le bonheur de la réussite. C'est impossible de dire la réussite pour tous. C'est impossible. Or, nous avons affaire aux plus hautes autorités de l'État, à des gens intelligents qui osent parler au peuple comme ça. Et moi, j'ai envie de dire, on ment. C'est du mensonge de A jusqu'à Z. Et on a parlé du mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est pas possible, car qui dit le mariage dit faire des enfants, tous les couples ne peuvent pas faire des enfants. Or, on fait comme si tout le monde allait pouvoir faire des enfants. C'est un mensonge. Et on est là devant une espèce d'utopie communiste à retardement qui est de dire on va faire du communisme revu à la sauce de la consommation. Alors, Bertrand Vergely, il y a quelque chose qui me laisse perplexe, qui est très paradoxal dans notre société. Je prends un exemple très simple. Nous sommes dans une société où beaucoup de nos contemporains, et moi le premier, aimons beaucoup le sport. Qu'est-ce que c'est que le sport? Et là, quand nous regardons du sport à la télévision ou quand nous en pratiquons, nous savons qu'il y a finalement souvent deux grandes règles. La première, c'est que très souvent les hommes et les femmes concourent dans des courses différentes parce qu'il y a manifestement, et ça ne choque personne, tout le monde le sait, des différences entre les hommes et les femmes, et donc ils ne concourent pas ensemble dans la plupart des sports. Et l'équitation, quelques-uns qui sont différents, mais l'équitation, c'est quand même le cheval surtout qui travaille. Pardon pour nos cavaliers et cavalières. Et puis, le sport, c'est que il y a un premier, il y a un deuxième, il y a les médaillés, et puis il y a ceux qui abandonnent, et puis etc. Et ça, on voit bien que c'est une passion française, occidentale. Donc, on a l'impression que tout ça est bien dans les mœurs, est bien ancré. Et par ailleurs, on a l'impression que tous ces discours passent comme une lettre à la poste. Et là, je me dis, pourquoi? C'est quoi cette contradiction qu'il y a dans notre société? Qu'est-ce qui fait que des choses dont on pourrait penser qu'elles sont profondément ancrées ont l'air de pouvoir être balayées comme ça, comme un fétu de paille? On accepte dans le sport ce qu'on refuse dans la société et on désire dans la société ce qui ruinerait le sport. Imaginez qu'aux Jeux Olympiques, on dise médaille d'or pour tous. Ben, oui, immédiatement, ça perd tout son intérêt. Ah, puis moi, je m'inscris. Vous comprenez? Et moi, mais à ce moment-là, or, on s'aperçoit que pour ne pas déplaire au niveau social et pour ne froisser personne, on ment. Je ne veux pas humilier les gens, mais je veux qu'on dise la vérité. Et je veux qu'on revienne à un moment de vérité collective. Et il va falloir demain, si nous voulons nous en tirer dans le monde du demain, trouver un mode d'être en disant, écoutez, il faut qu'il y ait une sélection, mais il faut tout donner des solutions de rattrapage et pas de réussite à tout le monde. Et donc, moi je suis pour une société, non pas où tout le monde pourra réussir, mais même si les gens n'ont pas réussi, il y aura des filets qui leur permettront de se rattraper. Là, on sera dans une société juste. Donc, je crois qu'actuellement... Oui, c'est pas le libéralisme de la jungle. Pas du tout. C'est pas de dire malheur aux vaincus. C'est de dire, de toute façon, il faut sélectionner les meilleurs. C'est une nécessité absolue pour la vie du système. Mais tout le monde ne peut pas être danseur étoile et prendre les meilleurs. Mais ce n'est pas une raison pour que ceux qui n'ont pas pu réussir soient laissés sur le côté du chemin.
Et je suis sidéré de voir que nos politiques n'ont pas été capables, ou parfois ils ont été capables, mais on ne l'a pas assez dit, de voir des solutions de rattrapage qui permettent à tout le monde, non pas de réussir, mais de s'en tirer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je crois qu'il faut regarder la vérité en face. Aristote disait que dans une société, il fallait créer de l'égalité et de l'inégalité. L'égalité, c'est une égalité de droit. L'inégalité, c'est une égalité de mérite. Tout le monde n'a pas le même mérite. Et on est dans un monde qui veut nous faire croire que tout le monde est également méritant. Non, tout le monde n'est pas également méritant, mais ce n'est pas une raison pour abattre ceux qui ont moins de possibilités de performance. Et je crois qu'à un moment, il va falloir qu'on retrouve ce sens. En fait, ce qui nous manque, c'est d'essayer de penser l'inégalité et c'est d'essayer de penser qu'on n'est pas tous pareils sans pour autant faire des discriminations et être dans le racisme ou l'exclusion. Alors, Bertrand Vergely, et ce sera peut-être ma dernière question, comment peut-on faire pour progresser? C'est-à-dire pour que le discours que vous tenez, qu'un certain nombre aussi tiennent avec vous, heureusement, vous n'êtes pas seul, même si vous n'êtes pas extrêmement nombreux. Comment peut-on faire pour que ce discours puisse être mieux audible, mieux relayé, mieux entendu, mieux reçu, que en fait il puisse y avoir un peu une remise en question du système, de sa propre production idéologique? Qu'est-ce qui peut nous faire avancer concrètement? Alors moi je crois qu'il n'y a qu'une seule chose pour notre pays qui n'est pas de l'ordre politique, c'est de l'ordre spirituel. Il faut que nous retrouvions une spiritualité. Une spiritualité, ça veut dire une centration de nous-mêmes dans le triple niveau trinitaire de nos énergies charnelles et cosmiques, personnelles et transcendantes. Il faut amener l'homme à l'accomplissement et permettre de comprendre que chacun a son rythme d'appropriation au niveau de son cheminement intérieur. Si nous n'avons pas une révolution spirituelle, nous allons à la catastrophe. Ma vie est dédiée à la révolution spirituelle de demain. Et j'espère que nous allons revenir vers la spiritualité, c'est-à-dire le sens profond de la présence et la pratique de la présence. Et à partir de maintenant, nuit et jour, jusqu'à ma mort, je vivrai pour ça, pour que ce pays que j'aime retrouve sa spiritualité et qu'on ne soit pas devant un individualisme abstrait ou une sorte de rationalisme prédateur qui pense les choses d'une manière abstraite. Donc, je crois aux forces spirituelles demain et je crois que nos traditions chrétiennes possèdent des éléments géniaux pour pouvoir aller à l'intérieur de ça. Et je souhaite qu'on retrouve ces trésors qui sont au cœur de notre mémoire, de notre présent et de notre avenir. Merci beaucoup Bertrand Vergely pour ces mots pleins d'espérance. Je rappelle le titre de votre livre.